Aujourd'hui, dans l'autre interview, nous vous proposons un retour sur le conflit catalan qui oppose les indépendantistes au gouvernement central. La dernière étape de cette crise entre Madrid et Barcelone, c'est un procès historique après les heures chaudes du 1er octobre 2017. Sur les bancs du tribunal suprême se sont alignés pendant plusieurs mois 12 des dirigeants catalans mis en cause pour l'organisation du référendum. Des responsables politiques, mais aussi des leaders associatifs dont certains sont emprisonnés par la justice espagnole. Pendant les audiences, poursuivis pour rébellion, sédition, malversation de fonds publics ou désobéissance, ils entendaient opposer la légitimité qu'ils reconnaissent à la volonté d'autodétermination au réquisitoire des magistrats. Un procès politique, peut-être, c'est ce que nous déterminerons avec notre invité, un procès médiatique sans aucun doute, appelé à faire date dans l'histoire politique récente de l'Espagne. Pour tenter d'éclaircir cette question complexe avec laquelle l'émotion prend souvent le pas sur l'analyse, nous accueillons Antoni Sfez. Antoni Sfez, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes attaché d'enseignement à Paris 2. Vous préparez une thèse en droit constitutionnel intitulée « Le conflit constitutionnel hispano-catalan ou la question du droit à l'autodétermination interne de la Catalogne ». Et vous êtes également co-animateur du blog Le Débat Catalan où vous analysez avec une certaine acuité les récents développements de la crise catalane. J'ai envie de vous poser une première question pour resituer un peu tout ce débat-là. Que s'est-il passé pour qu'on en arrive là, pour que des dirigeants politiques qui avancent écharpés dans l'arène électorale se retrouvent aujourd'hui sur les bancs des accusés après des centaines de jours de prison? Alors tout commence avec la volonté du catalanisme politique de réformer le statut d'autonomie de la Catalogne qui date de 1979, qui avait octroyé une autonomie jusqu'à présent inégalée à la Catalogne dans son histoire, si on prend l'exception évidemment de la Deuxième République. Volonté de le réformer parce qu'on estimait qu'il n'était plus conforme, qu'il n'était plus moulé pour la Catalogne, que la généralisation de l'autonomie et le phénomène de recentralisation qui avait eu lieu depuis la crise économique avait entraîné un abaissement de la qualité de cette autonomie. Donc, double objectif du catalanisme politique, à la fois de faire reconnaître son caractère plurinational à l'État espagnol, avec la possibilité de jouer sur l'ambiguïté de l'article 2 de la Constitution, qui reconnaît le droit à l'autonomie des régions et des nationalités, et en même temps, ce que les juristes catalans appelaient le blindage des compétences, c'est-à-dire s'assurer que le domaine de compétences réservé à la communauté autonome de Catalogne soit absolument préservé des assauts de l'État et d'une interprétation considérée trop généreuse en faveur de l'État du tribunal constitutionnel. Donc tels étaient les objectifs et le statut d'autonomie a été adopté avec l'accord du Parlement de Madrid, puisque les statuts d'autonomie sont des normes qui nécessitent l'approbation du Parlement espagnol. Zapatero, à l'époque, était président du gouvernement, majorité socialiste, le statut est adopté. Recours en 2006 devant le tribunal constitutionnel, 4 ans. 4 ans d'attente, finalement, après plusieurs polémiques sur la composition, sur les pressions, etc., sur le tribunal constitutionnel, le tribunal en question adopte une décision qui va, quoi qu'en disent certains, qui disent qu'il n'y a eu que quelques articles qui ont été censurés sur le plan formel, c'est vrai, mais quoi qu'on en dise, en raison d'une technique qui sera un peu lourd d'approfondir ici, mais en réalité, sur le plan politique, les objectifs du statut d'autonomie sont complètement annihilés, notamment la question du blindage des compétences, et c'est à partir de là que l'on passe d'une revendication qui était à l'origine simplement de reconnaissance d'une sorte de fédération plurinationale ou au moins d'une asymétrie en faveur de la Catalogne par rapport aux communautés autonomes, qui est qui a toujours été le cœur des revendications catalanistes, à une revendication qui devient autodéterministe, c'est-à-dire l'organisation d'un référendum et un soutien populaire massif. C'est à partir de là qu'on voit toutes les manifestations monstres qu'on connaît, qu'on avait tous vu les images à partir de 2010 dans les rues de Barcelone et ailleurs. Alors au cours de l'audience, après donc, ces manifestations régulières du catalanisme politique qui donc, comme vous le décriviez, penche de plus en plus vers l'indépendantisme, on a cette date charnière du 1er octobre, donc le jour de l'organisation du référendum d'autodétermination, déclaré illégal par Madrid. Un véritable moment charnière donc, où les indépendantistes s'appuient sur la mobilisation populaire, notamment pour acheminer les urnes, et où les forces de sécurité espagnoles, qui sont pourtant déployées en grand nombre, n'arrivent pas à empêcher la tenue du scrutin dans tous les bureaux de vote. Dans plusieurs bureaux, notamment, la police déloge les opposants avec force, parfois avec une grande violence. Et là, on assiste au final à un résultat assez singulier. 90% de oui à l'indépendance, mais avec une participation seulement de 42%. Comment fonder une orientation politique, que ce soit du côté des Catalans ou de l'Espagne, sur un référendum d'une telle nature, avec un oui massif, mais une participation relativement modeste? D'abord, rapidement sur le contexte qui a mené à ce référendum. Donc, je le disais, revirement du catalanisme politique après la sentence. Finalement, le gouvernement catalan à plusieurs reprises demande au gouvernement de Madrid l'organisation d'un référendum concerté, refus à plusieurs reprises de l'Espagne, du gouvernement espagnol qui
argue de la Constitution qui empêcherait, et c'est vrai, elle l'empêche sans qu'elle soit révisée du moins, l'organisation d'un tel référendum. Donc on s'oriente vers la voie unilatérale et on adopte ces fameuses lois en 2017, du 6 et 7 septembre 2017, par lesquelles on organise de manière unilatérale et en violation manifeste de l'ordre constitutionnel espagnol, un référendum de façon unilatérale. Bon, ce référendum, vous l'avez décrit, a lieu dans des conditions très particulières, puisque par définition, vous avez la moitié des Catalans qui estiment qu'il est illégal, donc qui n'y participent pas. Et en plus, ajoutez à cela que vous avez une entreprise de sabotage, en réalité, qui est assez logique du point de vue de Madrid, qui est menée par le gouvernement espagnol pour faire en sorte que ce référendum n'en soit pas un. C'est-à-dire que, juste après que le référendum, Mariano Rajoy a dit il n'y a pas eu de référendum. Pourquoi il dit ça? Parce que toutes les garanties formelles de sincérité du scrutin n'ont pas pu être respectées, précisément parce que voilà, il n'y avait pas tout a été mis en œuvre pour empêcher le comptage, notamment informatique, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser de ce résultat? À mon avis, il traduit assez bien la réalité politique de la Catalogne, à savoir que vous avez... Donc une Catalogne clivée. Voilà, une Catalogne clivée. Vous avez 2 millions d'électeurs qui se sont déplacés, qui ont voté oui. Je pense que c'est des vrais chiffres, je ne pense pas que les catalanistes aient truqué ça, parce que c'est exactement le rapport de force qu'on voit depuis plusieurs années. C'est-à-dire 2 millions d'électeurs qui votent régulièrement pour des partis qui sont pour l'autodétermination ou pour l'indépendance, ou pour l'indépendance. Et donc voilà, c'est 40% de l'électorat. Une partie de l'électorat qui est indécise, 10% indécis, et 48-49% qui sont plutôt vraiment contre. Voilà. Donc là, ce référendum, il ne servait pas à grand-chose en réalité, ce référendum. Il ne servait pas à grand-chose parce que ça ne peut pas avoir de valeur politique à partir du moment où ceux qui participent sont seulement ceux qui sont en sa faveur. Et c'est ça le grand échec du référendum aussi, c'est que les catalanistes n'ont pas réussi à convaincre la grande majorité des Catalans que c'était un vrai référendum. Ça, en fait, on a refait un peu ce qu'avait fait Artur Mas déjà en 2014, une consultation. Artur Mas, donc l'ancien président de la Généralitat de Catalogne. Prédécesseur de Carles Puigdemont. Sauf que cette fois, on l'a fait en assumant une violation de la légalité. Alors que Artur Mas disait toujours, ce que je fais c'est légal, c'est juste une consultation, ça n'a pas de valeur, ça ne lie pas l'État. Là on disait, nouvelle légalité, la légalité n'est plus à Madrid, elle est en Catalogne, ce que nous faisons est parfaitement légal, et si le résultat est oui, quel que soit le taux de participation, nous déclarerons l'indépendance. C'est ce qui a été fait, mais on en reparlera, avec aucune derrière action concrète dans le réel pour faire en sorte de tenter d'implanter cette république catalane soi-disant proclamée. On a donc ce référendum organisé, une espèce de déclaration d'indépendance dont vous nous parlerez un peu plus tard, que vous ne considérez pas que l'indépendance a été déclarée. Et donc aujourd'hui, on retrouve ces dirigeants indépendants qui sont jugés pour plusieurs chefs, dont la rébellion et la sédition. Est-ce que pour vous, ces chefs d'inculpation tiennent? Ça n'a aucun sens. C'est comme si vous jugiez quelqu'un pour vol, pour meurtre, alors qu'il a commis un vol. C'est-à-dire que c'est qu'il n'y a même pas les éléments d'identification de base du délit. C'est-à-dire qu'on est en train de juger des gens pour des éléments on ne peut même pas... Un début de commencement de caractérisation de l'infraction. Ça n'a absolument aucun sens comme chef d'accusation. Qu'il y a un procès, bien sûr, c'est logique. Ils ont commis des infractions, il n'y a aucun problème. Mais le fonder sur un délit de rébellion qui nécessite par définition une violence insurrectionnelle de type armé, dont tout le monde sait qu'elle n'a pas eu lieu en Catalogne, mais tout le monde... Il n'y a pas besoin de faire un grand procès, d'analyser, ça. Tout le monde sait qu'il n'y a pas eu de violence insurrectionnelle en Catalogne, qu'il n'y a pas eu de violence de type armé, que ce qui s'est passé, c'est des manifestations, certes avec peut-être un petit degré de contrainte qui est exercé sur les forces de l'ordre, mais qui à aucun moment n'était susceptible de faire plier l'État espagnol dans toute sa puissance, comme un État, il en faut plus pour le faire plier, et susceptible de contraindre sa volonté pour le mener à ce que voulaient les indépendantistes, à savoir la reconnaissance de ce référendum ou de cette déclaration d'indépendance. Et ça, c'était très bien dit par le juge allemand. Le juge allemand, lui, qui n'a pas grand-chose à voir dans cette histoire, il a été sollicité avec une demande d'extradition, un mandat d'arrêt européen. Voilà, le juge allemand a donc été sollicité pour le cas de Carles Puigdemont, l'ancien président de la Généralitat en exil. Après la déclaration d'indépendance, Carles Puigdemont s'est enfui en Belgique. Et ensuite, il a été arrêté par la police allemande. Voilà. On demande l'extradition, et le juge allemand qui fait donc, il doit faire vérifier si, dans son propre droit, en gros, si un président d'un Länder allemand avait organisé un référendum, est-ce qu'il aurait été poursuivi également pour l'équivalent de la rébellion en Allemagne qui est la haute trahison, donc c'est deux délits qui se ressemblent, et le juge allemand parvient à la conclusion que oui, il y a une volonté de rompre l'ordre constitutionnel et que c'est l'un des premiers critères d'identification du délit, mais il y en a un deuxième, et ces deux conditions en droit on dit cumulatives, c'est pas alternative, c'est-à-dire qu'il faut les deux pour que le délit soit caractérisé. Par contre la deuxième, qui est la violence, est évidemment pas caractérisée. Il y a un problème à la fois d'intensité et d'imputabilité. Parce que quand bien même on pourrait considérer que la violence était suffisamment intense, ce qui est absurde, à supposer même, il faudrait quand même pouvoir l'imputer aux leaders indépendantistes qui ont toujours appelé à ce que les manifestations se fassent de manière pacifique. Donc ceux
qui éventuellement auraient commis des agressions contre les forces de l'ordre sont les seuls responsables de ces actes-là, peuvent être jugés, il n'y a aucun problème avec ça, c'est normal qu'ils soient jugés, mais on ne peut pas, d'un point de vue pénal, les rendre responsables des leaders indépendantistes qui ont toujours appelé à des manifestations pacifiques ces violences-là. Donc, c'est qu'il y ait des condamnations sur le fondement de la désobéissance, par exemple, ça c'est tout à fait normal, il y a une désobéissance claire et nette de la part des leaders indépendantistes, que ce soit sur le fondement d'un délit qui est prévu pour quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec ce qui s'est produit en Catalogne, c'est contesté, c'est contestable, et heureusement, il y a beaucoup de gens en Espagne qui le dénoncent. Qu'est-ce qu'on peut attendre alors si ces chefs d'inculpation ne tiennent pas, si la violence n'a pas été caractérisée? Qu'attendre des conséquences de ce procès qui a, comme on le disait, a duré des mois, était quelque chose de très médiatique? Il y a aussi un point de clivage dans une Espagne divisée sur cette question. Quelles peuvent être les conséquences directes pour les inculpés? Il faut espérer que les juges espagnols, les magistrats du tribunal suprême espagnol, dont il n'y a absolument aucune raison de douter de la parfaite indépendance et de la parfaite compétence, moi je pense que ce sont des juges qui sont parfaitement indépendants et parfaitement compétents, il faut espérer qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs qui ont été commises par le procureur de la République, enfin l'équivalent du procureur de la République, la Fiscalia, qui a été commise également par le juge instructeur Pablo Llarena, qui est de sortir de la dimension strictement pénale et d'avoir des positions qui sont surdéterminées par une crainte. Qui seraient des positions politiques? C'est pas des positions politiques, c'est pas dans le sens politique, en sens c'est les politiques qui vont influer ces juges pour leur dire ce qu'ils doivent faire. C'est plutôt l'idée, c'est une crainte personnellement ressentie, c'est-à-dire que c'est pire encore, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des gens de l'extérieur qui leur disent vous devez faire ça, c'est eux-mêmes qui, face à la peur, à mon avis, de la digrégation de l'Espagne, de la disparition de l'Espagne, qui est comme une vieille crainte éternelle dans l'inconscient espagnol, l'Espagne se défait, l'Espagne disparaît, face à ça, ont tendance à confondre les deux critères d'identification et d'idée de rébellion qui sont deux critères différents, à savoir la violence et la rupture de l'ordre constitutionnel, et à les fondre dans un seul, qui est la rupture de l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire qu'il suffit, en quelque sorte, presque, qu'il y ait une rupture de l'ordre constitutionnel ou une volonté pour qu'on puisse caractériser le délit, alors que c'est deux conditions différentes. Et ça s'est vu de manière assez évidente pendant tout le procès. C'est-à-dire que la plupart des débats ne portaient pas sur la question de la violence. Vous aviez énormément de débats sur l'objectif. Ils voulaient rompre l'ordre constitutionnel. Mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait qu'ils voulaient rompre l'ordre constitutionnel, ils ont adopté des lois de rupture, tout le monde le sait, c'est pas le débat. Et que vous ayez un procureur de la République qui fasse son introduction, parce que c'est exactement ce qu'il a fait, où il parle pendant 15 minutes de Kelsen et du droit constitutionnel, il parle de la France, il fait des erreurs en plus grossières, etc. Il parle comme ça de droit constitutionnel, dans un procès pénal, alors qu'on sait tous que la question, c'est pas celle de la rupture de l'ordre constitutionnel, c'est celle de la violence, c'est extrêmement problématique. On sait qu'ils ont voulu rompre l'ordre constitutionnel, c'est plus peine d'en parler, maintenant on passe à autre chose. Est-ce qu'on peut caractériser la violence au sens insurrectionnel? La réponse, c'est non. Et il faut espérer que les juges le voient, tout simplement, qu'ils se rendent compte que ça n'a pas de sens de juger ces gens-là sur ce fondement-là, qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus pertinents. Est-ce que si les juges ne le voient pas, une condamnation lourde pourrait avoir des conséquences fortes sur l'équilibre politique déjà tendu en Catalogne? Ça aurait des répercussions non seulement sur l'équilibre politique en Catalogne, je ne sais pas si ça changerait fondamentalement les prises de position indépendantistes, s'il y aurait un basculement du côté des indépendantistes, en tout cas ce que ça développerait de manière certaine en Catalogne, mais j'espère dans toute l'Espagne, s'il y avait des condamnations de 20 ans, et même au-delà de l'Espagne, en Europe, une vague d'indignation simplement pour des droits civils. Et c'est plus une question de nationalisme ou pas. On ne peut pas mettre 20 ans, 15 ans, 16 ans en prison des gens qui ont certes fait des choses qui, sur le plan politico-constitutionnel, sont tout à fait condamnables, mais qui, sur le plan pénal, ne méritent pas des condamnations fermes à des peines aussi longues. Donc oui, ça mériterait, ça va créer des réactions si vous avez des peines comme ça. Et là, pour l'instant, vous savez, on parle de prisonniers politiques, le terme pour l'instant n'est pas adapté. On ne peut pas dire que ce sont des prisonniers politiques, déjà parce qu'il n'y a pas de sentence définitive. Mais si vous avez... Si les dirigeants catalans sont condamnés, on pourra les considérer comme prisonniers politiques? S'ils sont condamnés à des peines qui dépassent les 10 ans, même des peines fermes assez longues, qui se comptent en plusieurs années, oui, je pense qu'on pourra parler à ce moment-là de prisonniers politiques, au sens où l'entend la Convention européenne des droits de l'homme elle-même. Ce n'est pas une qualification à l'emporte-pièce, c'est une qualification juridique. C'est-à-dire, comment on définit le prisonnier politique? C'est une personne soit qui est enfermée pour avoir exprimé des idées. Donc c'est pas le cas, là, parce que c'est pas juste des idées, ils ont mis des actes. Voilà. Donc c'est pas le cas. On a le droit de défendre des idées indépendantistes en Espagne, c'est aucun problème, ça tout le monde le reconnaît. Il y a des partis indépendantistes qui défendent des idées indépendantistes, ils ne sont pas arrêtés, ils ont le droit. Le deuxième critère, c'est pour des raisons purement politiques, c'est pas le cas non plus, ou des gens qui sont aussi, troisième critère, des gens qui sont arrêtés simplement alors qu'il n'y a pas eu de procès équitable. Bon, c'est pas le cas non plus, il y a un procès équitable. Et le quatrième critère, qui à mon avis là en l'occurrence serait pertinent, c'est des gens qui sont condamnés pour une vraie infraction, mais dont la peine est manifestement disproportionnée au regard de ce qu'ils ont commis, et qu'elle l'est pour des raisons politiques, cette disproportion. Que cette disproportion s'explique pour des raisons politiques. Là, je pense
franchement, s'ils étaient condamnés à 20, 15, 10 ans de prison, C'est-à-dire qu'on ne les jugerait pas forcément pour ce qu'ils ont commis, mais plutôt pour l'ensemble du processus indépendantiste. on les jugerait pour ça, et aussi pour dire, si vous recommencez, voilà ce qui vous attend. Ce qui est l'antithèse du procès pénal. Alors le procès pénal, c'est l'individualisation des peines, c'est un procès par personne, c'est pas là pour faire un exemple. pour faire un exemple, c'est la pire chose qu'on puisse faire en droit pénal, faire un exemple. Et on aurait clairement là à faire, à mon sens, si, avec une peine de 25 ans, je ne verrai pas d'autre explication à une telle peine que la volonté de dire stop, ne recommencez plus, ce qui serait une peine excessive pour des motifs politiques. Et donc, ça répondrait à la définition du prisonnier politique, telle que la Convention européenne, la Cour européenne des droits de l'homme le définit. Mais j'espère vraiment que ce ne sera pas le cas. Et il faut le souhaiter. Sur le procès, qu'est-ce que vous avez pensé des stratégies de défense des accusés? Il y a pu avoir des stratégies un peu divergentes entre ceux qui se limitaient à une défense un peu technique sur est-ce que avons-nous commis les délits ou non, et ceux qui, vraiment, comme Jordi Cuixart, portaient une défense plus politique, qui essayaient d'appeler aussi à l'internationalisation de leur défense. Ça, c'est typique des procès pénaux. Vous avez la stratégie Vergès, défense de rupture, et la stratégie plus sérieuse, c'est-à-dire on va essayer vraiment de rentrer dans le jeu pour obtenir des peines les plus faibles possibles. Est-ce que la deuxième stratégie, la stratégie Vergès, était la plus efficace? Je ne pense pas. Je pense que c'est-à-dire que la stratégie Vergès n'a de sens, c'est-à-dire la stratégie de rupture totale, n'a de sens que quand vous avez absolument aucune chance de gagner, et que vous le savez. Alors, quand vous faites le procès de Klaus Barbie, vous savez que vous n'allez pas la quitter. Quand vous faites le procès de personnes dont vous savez qu'elles vont être condamnées, ça ne sert à rien de faire une défense sérieuse, vous faites une défense de rupture parce que le procès devient médiatique. Là, en l'occurrence, il y a un vrai enjeu juridique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir du principe que les juges ont déjà décidé à l'avance. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y avait un vrai procès et qu'il y avait moyen de vraiment démontrer que, simplement, le délit n'est pas caractérisé. Donc, il y a eu deux stratégies, c'est vrai. Moi, personnellement, je trouvais plus intéressante la stratégie qui était pour le coup vraiment juridique et qui a consisté, et c'est ce qu'ont fait certains avocats, de mettre en lumière l'absence de... Simplement, on ne peut pas considérer que des gens, aussi nombreux soient-ils, qui sont une sorte de force passive pour empêcher des forces de l'ordre de rentrer, et qui, parce qu'on lit ça dans comme les actes de poursuite du juge instructeur, ou qui font des visages agressifs. Vous vous rendez compte? Un visage agressif pour caractériser la violence au sens de la rébellion. Ils sont agressifs, ils sont méchants, ils lancent des bouteilles en plastique. Mais Jordi Cuixart et Jordi Sanchez auraient pu se jeter à main nue et essayer d'étrangler un policier, que ça ne suffirait pas pour caractériser la violence de la rébellion. Donc nous parler de manifestants... Parce que la violence de la rébellion est massive. C'est autre chose, ça n'a rien à voir avec ça. Donc c'est ça que certains avocats ont essayé de mettre en lumière. Le procès était plutôt bien mené, je trouve, par le juge Marchena, relativement bien mené, avec quand même quelques tendances qui sont plutôt inquiétantes pour la suite. Parfois, quand c'était des témoignages qui étaient plutôt dans le sens de dire « je n'ai pas moi-même ressenti », c'est-à-dire des témoignages qui étaient plutôt à décharge de gens qui ont assisté à ces scènes-là, qui disaient « je n'ai pas ressenti de violence insurrectionnelle », on leur disait, écoutez, votre ressenti, on s'en fiche, on veut juste que vous nous disiez ce qui s'est passé. Ce que disait le juge Marchena en permanence, arrêtez de dire votre ressenti. Alors que quand c'était des guardias civils ou des policiers, et qu'eux racontaient leur ressenti, en disant, moi j'ai ressenti que vraiment, ils étaient très agressifs, etc. Là, curieusement, on ne leur disait pas, écoute, ton ressenti, on s'en fiche, ce qui nous intéresse, c'est que tu nous racontes factuellement ce qui s'est passé. Donc ça, c'est un des éléments, je pense, ça ne remet pas en cause l'impartialité générale, mais c'est important quand même le ressenti, parce que c'est quand même un des éléments qui permet de déterminer si on a affaire à une violence d'un degré suffisant. C'est exactement ce que disait le juge allemand. C'est pour ça que je trouve que c'est contestable que le juge le Marchena, à chaque fois que les gens parlaient de leur ressenti, ou même qu'on demandait à Rajoy, ce qu'il lui a ressenti, ce qu'il se sentait contraint, à chaque fois il disait on s'en fout du ressenti, ce qui compte c'est les faits. Non, parce que le fait de savoir si l'État espagnol a senti à un moment que la chose lui échappait, qu'il était possible que s'il ne cède pas, il se retrouve dans une situation qui soit ingérable, ça c'est des éléments qui sont pertinents pour déterminer si on a affaire à une violence, au moins une menace qui soit crédible. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit en ce sens-là. Des manifestations dans les rues, c'est peut-être intimidant, mais c'est une intimidation au sens démocratique du terme. C'est-à-dire c'est des gens qui manifestent pour dire on n'est pas d'accord, modifiez votre position, mais c'est une contrainte par la rue, mais qui n'est pas une contrainte par la force. Je ne sais pas si je m'explique, c'est-à-dire que c'est une contrainte qui vise à faire changer d'avis quelqu'un parce qu'il se rend compte que sa position est démocratiquement intenable, mais ça ne vise pas à faire changer d'avis quelqu'un en lui tordant le bras. C'est pas, si tu changes pas d'avis, les députés comme Tejero quand il a fait le coup d'État en 81. Donc Antonio Tejero qui avait en 1981 essayé de renverser la jeune démocratie espagnole. Là il rentre, ça c'est une rébellion en bonne et due forme, c'est-à-dire il rentre dans le Parlement, un organe constitutionnel,
il place des soldats avec des mitraillettes et il dit aux députés maintenant vous allez voter ce que moi je vous dis que vous allez voter. Ça, c'est une contrainte directement exercée sur un organe constitutionnel qui est en mesure de faire plier sa volonté. Donc c'est une rébellion, c'est une vraie violence. Là, en l'occurrence, les manifestants, ils se sont pris à qui? Ils se sont pris à des policiers. Peut-être qu'ils ont réussi à faire plier leur volonté, parce que c'est vrai que certains policiers n'ont pas réussi à accéder à certaines urnes, c'est vrai. Mais ils n'ont pas réussi à faire plier la volonté des forces de l'ordre à un moment X ou Y, et faire plier la volonté de l'État en tant qu'organisme institutionnel, avec son Parlement, son gouvernement, les organes constitutionnels de l'État, c'est deux choses qui n'ont strictement rien à voir. On peut faire plier la volonté des forces de l'ordre à un moment donné, ça ne veut pas dire que vous avez fait plier l'État. L'État, il peut très bien, il est toujours là, et c'est pas parce que les forces de l'ordre ont été surmontées à un moment donné qu'il va se sentir contraint d'adopter la décision que demandent les manifestants. Donc, on n'a pas eu ce type de contrainte-là. Il y a peut-être eu des violences au sens, oui, d'impossibilité physique d'accéder à des lieux, mais ce n'est pas une violence dont l'intensité a été telle, c'est exactement ce que je répète ce que dit le juge allemand, l'intensité était telle qu'elle permette de faire naître une contrainte suffisante sur les organes constitutionnels, c'est ça qui est important, les organes constitutionnels de l'État, de sorte à ce que celui-ci se sente obligé d'accéder aux demandes des indépendantistes. On a donc ce référendum du 1er octobre et puis au cours du mois d'octobre, une séance au Parlement catalan où Carles Puigdemont, alors président de la Generalitat, donc le gouvernement autonome de Catalogne, déclare l'indépendance. Vous soutenez, c'est votre analyse, que ce jour-là, le Parlement n'a pas adopté de déclaration formelle d'indépendance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette conclusion qui n'est pas a priori évidente, dans la mesure où on a vu Carles Puigdemont devant les caméras déclarer Alors, il y a plusieurs éléments qui vont dans le sens de cette interprétation. Le premier, c'est l'acte formel l'acte juridique formel qui contenait cette déclaration d'indépendance, qui est un acte juridique qu'on appelle non normatif, c'est-à-dire c'est une résolution. Les résolutions, par définition, que ce soit d'ailleurs en droit français, en droit espagnol, en droit catalan, c'est des actes juridiques qui tendent à émettre, c'est l'émission d'un souhait de la part d'une assemblée, d'un parlement, qui dit au gouvernement, faites ci, faites ça. Mais c'est juste une émission d'un souhait. On vous invite à faire ceci, on vous invite à faire cela. Le Parlement français, quelques années, a invité le gouvernement à reconnaître l'État palestinien. Vous voyez, ça, par exemple, ça n'a pas été fait après. C'est une résolution, on demande au gouvernement de le faire, il fait ce qu'il veut. Donc c'est non normatif, il n'est pas obligé de le faire. Et c'est exactement ça, la déclaration d'indépendance était contenue dans un acte non normatif. Bon, déjà, c'est le premier élément. Deuxième élément, non seulement il était contenu dans un acte non normatif, mais en plus, ce n'est pas la partie qui contenait la déclaration d'indépendance qui a été soumise au vote des députés, mais une partie qui portait sur le processus constituant. La déclaration d'indépendance était contenue dans la partie résolutive et c'est la partie déclarative de la résolution qui a été soumise au vote. Et ça, la présidente du Parlement, Carmen Forcadell, quand elle lisait la déclaration, elle a très bien précisé, elle a lu la déclaration d'indépendance, elle est passée à la suite, le processus constituant qui est un truc qu'ils ont voté des dizaines de fois jusqu'à présent, hein, c'est pas nouveau, et c'est cette partie-là qui a été soumise, pas la première partie. Et elle l'a fait très rapidement, évidemment, pas qu'on s'en rende compte, parce que l'idée c'est de faire croire qu'on a voté la déclaration d'indépendance sur le plan politique, alors que sur le plan formel, on ne l'a pas fait. Et troisième élément qui va dans ce sens-là aussi, c'est que tout simplement, une déclaration d'indépendance a du sens si c'est effectif, si c'est reconnu. Est-ce qu'il y avait un intérêt politique à faire croire qu'on avait adopté l'indépendance sans vraiment l'adopter? Absolument. C'est-à-dire qu'ils ont été élus sur ce programme. Ils ont été élus sur le programme de la rupture unilatérale, les indépendantistes catalans, en disant ils n'ont pas obtenu la majorité absolue des suffrages, ils ont obtenu la majorité absolue des sièges au Parlement, et il y a un électorat derrière. Et s'ils avaient dissous sans avoir déclaré cette indépendance après avoir organisé un référendum, ils auraient perdu de la crédibilité. Donc ils avaient besoin de remobiliser l'indépendantisme catalan et leur dire voilà, on a déclaré cette indépendance, maintenant il s'agit de voter pour ou contre cette république qu'on vient de proclamer. Et ça a plutôt bien marché, puisque l'indépendantisme catalan s'est mobilisé en masse. En masse, comme avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de dépérissement du vote indépendantiste, 2 millions d'électeurs comme au référendum. Donc ça a plutôt bien marché, alors que si Puigdemont s'était un peu incliné face à Rajoy, il y a de fortes chances que les indépendantistes se soient dit bon, écoutez, ça sert à quoi on vote pour lui, on a voté pour lui pour ce programme-là, il n'est pas allé au bout des mobilisations. Voilà. Donc Carles Puigdemont est réfugié en Belgique à Waterloo et aux dernières élections européennes, il était sur la liste de Junts per Cat, le centre droit catalaniste, et il a été élu eurodéputé. Donc il a été élu en suivant les procédures démocratiques. Et pourtant, on a l'impression que le comité électoral espagnol fait tout pour qu'il ne siège pas. Est-ce qu'il y a un acharnement de la part du comité électoral? Oui. Un acharnement, on peut comprendre que ce ne soit pas dans l'intérêt de l'État espagnol que vous ayez des gens qui sont considérés comme des gens qui sont fuites de la justice espagnole, parce que c'est ce que c'est formellement. Ça dépend après de la sémantique. Hein. Si vous êtes plutôt catalanien, vous allez dire que c'est des réfugiés. Si vous êtes plus dans l'autre sens, vous allez dire que c'est des gens qui fuient la justice. D'avoir des représentants au Parlement européen, donc ça donnerait le sentiment forcément
que l'Union européenne appuie, va dans le sens des catalanistes, soutient ce mouvement-là. Donc derrière ça, il y a vraiment cette idée de comment se positionne l'Union européenne. C'est le point vraiment important. C'est-à-dire que les catalanistes font tout, et ça c'est pas nouveau, c'est depuis des années, pour essayer d'attirer à eux un soutien international et notamment européen, parce qu'ils sont pour la sortie de l'Espagne, mais pas pour la sortie de l'Union européenne. Et donc, aller au Parlement européen et depuis le Parlement européen faire un lobbying pro-catalan, comme ils l'ont déjà fait et continuer à le faire, pour eux c'est quelque chose de très important. Et d'obtenir le soutien des institutions européennes, c'est quelque chose de très important, et vice-versa. Pour l'Espagne, c'est décisif de ne pas avoir un soutien extérieur européen à la cause indépendantiste. Donc cette cristallisation, ce débat autour de savoir s'ils vont pouvoir siéger au Parlement européen ou pas, il y a ça en toile de fond. Donc on rappelle qu'il y a 3 figures impliquées dans ce référendum d'autodétermination qui ont été élus eurodéputés sur les listes indépendantistes. Et l'autre problème aussi, c'est la question, s'ils deviennent députés européens, s'ils peuvent récupérer leur acta des diputados, c'est-à-dire le papier qui leur donne la possibilité de député, la question c'est de savoir, est-ce qu'ils pourront bénéficier de l'immunité du Parlement européen? Parce que l'immunité au niveau du Parlement espagnol n'est pas la même qu'au niveau du Parlement européen, en ce sens que l'immunité, la loi électorale qui s'applique, c'est la loi espagnole, mais cette loi espagnole, en Espagne, quand c'est le Parlement espagnol et les communautés autonomes, c'est l'Espagne qui l'interprète de cette loi-là. Alors que pour le Parlement européen, bien que ce soit la loi électorale espagnole qui s'applique pour déterminer dans quelle mesure on peut lever l'immunité ou pas, c'est le Parlement qui décide, mais c'est la même loi qui s'applique, mais c'est le Parlement européen qui décide. Donc s'ils récupèrent leur acta, s'ils deviennent officiellement députés, ça laisserait entre les mains du Parlement européen la décision de savoir s'ils bénéficient ou pas de l'immunité. Et ça c'est dangereux parce que ça pourrait mettre en péril la continuité du procès. Avant le procès, vous nous disiez dans un entretien accordé aux Mediapresse que l'ordre constitutionnel espagnol s'est imposé en Catalogne. Est-ce que c'est quelque chose d'immuable? Est-ce que, selon votre analyse, on va pour toujours vers une Espagne donc, qui ne reconnaît pas la légitimité du droit à l'autodétermination? Déjà, il faut quand même préciser quelque chose, c'est qu'une Catalogne, alors je sors un peu de la question, voilà, une Catalogne indépendante, c'est quand même un non-sens historique. Alors, une Catalogne qui a des relations particulières avec l'Espagne, avec une vraie autonomie et une reconnaissance de sa plurinationalité, de sa différence historique nationale, ça a beaucoup de sens historiquement. Parce que c'est comme ça que ça se toujours, bon, du moins depuis le XVe siècle, c'est comme ça que le XVIe siècle, les relations entre l'Espagne se sont faites et la Catalogne se sont faites. Une Catalogne indépendante, ça n'a pas beaucoup de sens et je ne pense pas que ce soit l'avenir de la Catalogne d'être indépendante. Je pense que la vraie question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir si l'ordre constitutionnel espagnol est capable de s'adapter au fait qu'il y ait un sentiment d'appartenance fort à une autre nation que l'Espagne dans certains de ses territoires et d'avoir des structures institutionnelles et constitutionnelles qui sont en adéquation avec ces revendications différentes. C'est ça le problème aujourd'hui du système constitutionnel espagnol, c'est que c'est un système qui est uniforme. C'est-à-dire que vous avez un degré de compétence et d'autonomie qui est le même pour la communauté autonome de Madrid que pour la communauté autonome catalane. Que pour le Pays-Bas, c'est un peu différent, du moins pour la Catalogne. Ce qui n'a pas de sens. Vous avez dans 80% du territoire des communautés autonomes qui, donc l'ancienne Castille, si vous voulez, l'ancienne grande Castille, des gens qui ont un sentiment national qui est espagnol et où il n'y a pas de concurrence identitaire autre que le sentiment d'appartenance espagnole. Vous avez un sentiment régional qui est fort, etc. Mais ce n'est pas un sentiment national avec un système de partis concurrents, etc. Alors que vous avez dans 20% des territoires, c'est-à-dire en Catalogne, au Pays Basque et un peu en Galice, un sentiment national différencié qui est très profond. Qui ne veut pas dire qu'on n'accepte pas l'unité, mais c'est une forme d'unité qu'on réclame, une unité différente, c'est-à-dire qu'il soit basé sur l'égalité, l'altérité, égalité, c'est-à-dire on est différent et on est à égalité. Et ça, c'est ce que le modèle constitutionnel espagnol ne reconnaît pas. Le modèle espagnol, aujourd'hui, il reconnaît la décentralisation politique approfondie par rapport à la France, mais ce n'est pas un système de plurinational et fédéral. Et c'est ça le vrai enjeu, c'est d'essayer de réfléchir à un système qui puisse répondre à ces aspirations, qui sont ultra majoritaires pour le coup en Catalogne, d'avoir un système, non pas une indépendance, mais un système qui prenne en compte cette singularité. Et le problème de fond, c'est que vous avez en Espagne, du reste de l'Espagne, le sentiment que ça, et ça c'est très patent chez Ciudadanos, dans leur esprit, cette altérité, cette différence reconnue institutionnellement, ça veut dire l'inégalité entre les Espagnols. C'est-à-dire, on ne traite pas pareil les madrilènes que le catalan. Ça, c'est un raisonnement purement français. Alors, on a donc une expression forte du sentiment national au Pays Basque, en Catalogne et, vous le disiez, en partie en Galice.
De l'autre côté, on a quand même une polarisation de la droite espagnole, avec notamment l'irruption de Vox au Parlement, la radicalisation du PP sur sa droite. Donc on se retrouve avec une droite radicalisée, des indépendantistes plus affirmés. Est-ce que l'Espagne est un pays gouvernable, tout simplement? On voit que depuis 2010, 2011, 2012, on voit que l'Espagne est très difficile à gouverner. On a eu en 2015 un an sans gouvernement, et c'est évidemment lié à la question territoriale. Alors, il y a une autre question qui est la fin du bipartidisme traditionnel, PP, PSOE, avec l'irruption de Podemos et l'irruption de Ciudadanos, mais ce n'est pas la raison principale. Alors, ces quatre partis-là, ils peuvent s'entendre, ils peuvent faire des coalitions à l'allemande et trouver des accords, parce qu'ils ne sont pas fondamentalement sur les questions les plus importantes, à part peut-être Podemos sur certaines questions, ils sont sur l'essentiel plutôt d'accord. Donc ils auraient pu s'arranger pour avoir une stabilité. L'instabilité, elle est liée au fait que vous avez une vingtaine de sièges qui, à chaque législature, sont occupés par des gens qui sont devenus infréquentables. Alors qu'avant, ils étaient le point d'achoppement qui permettait de faire une coalition. C'est ça. C'est-à-dire qu'en 2010, quand Zapatero, 2006, voilà, quand Zapatero soutient les indépendantistes catalans, enfin à l'époque les autonomistes catalans, il le fait parce qu'il a besoin de leur soutien au Parlement de Madrid. Dans les années 90, Aznar, le prédécesseur de Rajoy, donc le PP, se met d'accord avec Jordi Pujol, qui est un des leaders, leader catalaniste, qui aujourd'hui du coup a viré à l'indépendantisme, qui n'était pas du tout indépendantiste à l'époque, se met d'accord pour plus d'autonomie en échange d'un soutien au Parlement espagnol. Donc ils étaient un peu la variable d'ajustement et l'élément stabilisateur du système parlementaire espagnol, un peu comme nos centristes, sous la 3e et la 4e République. Alors, un coup c'est la droite qui s'allie avec eux, un coup c'est la gauche qui s'allie avec eux, et c'était parfaitement stable, c'est-à-dire que ça tenait parfaitement bien, les législatures commençaient et terminaient comme prévu, et il n'y avait pas d'instabilité, parce qu'on était plutôt d'accord sur l'essentiel. On arrivait à se mettre d'accord sur des échanges de bons procédés. Là, maintenant, on perd une vingtaine de sièges qui sont injouables, parce qu'on ne peut plus s'allier avec eux, et du coup, ça crée cette instabilité. Et ça crée en plus une instabilité au sein même des partis de gouvernement, parce que vous avez, même s'il y a un peu de théâtre derrière tout ça, des alliances potentielles qui étaient parfaitement crédibles à un certain moment, qui sont devenues impossibles à cause de la question territoriale. Je pense évidemment à Ciudadanos et PSOE. Donc le Ciudadanos et PSOE... Parce que Ciudadanos, qu'on présente justement qu'on a présenté comme un parti de centre libéral, au final s'est révélé très strict sur la question de l'autodétermination et parmi les... C'est-à-dire que l'un des facteurs qui a poussé Ciudadanos plutôt à aller vers du côté du PP et de Vox, c'est précisément la question territoriale, avec, je dis encore une fois, cette espèce de théâtre, parce qu'en réalité le PSOE n'est pas du tout laxiste sur la question autodéterministe. Oui, d'ailleurs, Pedro Sánchez, durant les premiers mois de la période chaude catalane, avait eu des mots, avait des mots très forts envers les indépendantistes. Oui, à aucun moment le PSOE n'a accepté la rupture de l'ordre constitutionnel. Il était à fond derrière Mariano Rajoy au moment de l'application de l'article 155, avec quelques nuances, mais globalement, c'est deux partis qui sont sur le consensus de 1978 et sur le respect de l'ordre constitutionnel. Mais il y a quand même ce théâtre qui est que, à partir du moment où vous acceptez ne serait-ce que de négocier et vous dites, comme l'a fait Pedro Sánchez, qu'on pourrait penser à accorder, à redonner un nouveau statut, par exemple, il a fait que cette question, Pedro Sánchez à la Catalogne, etc. Ça suffit, statut d'autonomie. Voilà, ça suffit à Ciudadanos pour rentrer dans cette comédie dell'arte et dire, vous vous rendez compte, vous négociez avec des terroristes presque, parce que évidemment, indépendantiste, ça veut dire vous soutenez les Basques, et donc vous soutenez le TEA, c'est vraiment un raccourci incroyable. Ce qui est un des raccourcis fréquents de la politique espagnole, qui est de dire le soutien aux indépendantistes, voire à la gauche, c'est le soutien aux terroristes. Voilà, c'est un peu ça. Donc ça a précipité un peu Ciudadanos, qui aurait pu très bien être un parti, qui aurait pu s'entendre avec le PSOE. Qui aurait donc pu faire des alliances à gauche, qui fait maintenant des alliances à droite, et y compris qui peut parfois faire des alliances tripartites avec le Parti populaire Vox et l'extrême droite de Vox. Avec Vox, là on l'a vu en Andalousie. Alors ils font comme si on ne se salit pas les mains, c'est pas nous qui négocions directement, c'est le PP, et nous on soutient derrière. Bon, c'est un peu hypocrite, parce qu'au final vous gouvernez avec le soutien de Vox. Donc d'une certaine manière vous êtes dans une coalition, même s'il n'y a pas encore, pour le moment en tout cas, de gouvernement tripartite. C'est-à-dire que c'est des coalitions parlementaires, mais il n'y a pas de gouvernement avec ces trois partis politiques pour le moment en tout cas. S'il y a peut-être un parti justement qui a tiré son épingle de ce conflit-là et notamment de ce procès-là, c'est donc Vox, cette jeune formation d'extrême droite qui aujourd'hui s'affirme de manière totalement décomplexée et qui était accusation populaire pendant le procès. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ce mécanisme d'accusation populaire ? Ça permet à n'importe quel citoyen, sous forme d'organisation politique, de se présenter à un procès en tant qu'accusation populaire, c'est-à-dire de soi-disant représenter le peuple
et faire le travail que fait normalement le procureur, mais civilement. Donc on avait 3 accusations. Oui, l'avocate de l'État, l'Abogacía del Estado, le procureur, la Fiscalía, et l'accusation populaire. Voilà. Donc ça a donné une tribune médiatique, forcément, à Vox, surtout que celui qui représentait Vox au procès, qui est lui-même avocat, c'est le numéro 2 du parti de Santiago Abascal, donc forcément ça donne une tribune importante. Et oui, c'est vrai que Vox a beaucoup monté sur cette question de l'indépendantisme. Alors forcément, Vox est aussi monté grâce à la question de l'immigration, parce que c'est quand même quelque chose de répandu dans tous les courants populistes en Europe. La question de l'islam, sur cette idée de la reconquista, on va libérer l'Espagne de la menace de l'invasion, de la réinvasion musulmane. Donc il y a ce discours-là avec une Andalousie qui a connu en 2000, quand Vox justement a fait un bon score en Andalousie, qui avait connu un record d'arrivée de migrants illégaux sur les plages de l'Andalousie, précisément parce qu'on avait Matteo Salvini qui était arrivé au pouvoir en Italie, donc ça devenait plus compliqué de passer par là, donc les migrants passaient plus par la Méditerranée, enfin l'autre partie de la Méditerranée, et donc arrivé en Andalousie, ce qui a créé donc cette réaction des Andalous, et aussi donc la question migratoire, mais aussi évidemment la question territoriale, parce que Vox se présente comme le parti qui non seulement est contre l'indépendance, mais qui aussi, et c'est le seul qui fait ça, qui le fait radicalement, qui propose simplement la suppression du système des autonomies. Et ça, c'est un discours qui marche bien, parce qu'il y a, dans l'esprit, chez beaucoup d'Espagnols, il y a cette idée que, cette croyance que si on en est arrivé là, c'est parce que les Catalans ont été endoctrinés. Parce qu'ils ont la communauté autonome catalane a la compétence en matière d'éducation notamment. Et quand vous dites, écoutez, ils ont été endoctrinés, on va supprimer la compétence d'éducation, on va supprimer l'autonomie et il n'y aura plus de problème, ça marche plutôt bien. Ce qui est une aberration, parce que le catalanisme politique, le sentiment catalan, ça n'a pas été créé en 1978. En 1931, les Catalans ont plébiscité le statut d'autonomie de la Catalogne à 99%. Et pourtant, avant, il n'y avait pas eu d'éducation catalaniste, il n'y a pas du tout d'autonomie, absolument pas d'autonomie. Donc ce n'est pas une création du système scolaire catalan, le sentiment catalan. C'est quelque chose qui existe en Catalogne depuis le XVIIe siècle. Donc on a Vox qui profite de cette crise-là, et à côté on peut voir aujourd'hui les scores de Podemos, donc de cette gauche de transformation sociale née du mouvement d'occupation des places en 2015, des scores assez faibles aux dernières élections. Est-ce que Podemos, d'une certaine façon, paie une position médiane sur la question territoriale en mécontentant à la fois les unionistes et les indépendantistes ? Ce qui est curieux, c'est que Podemos n'a pas vraiment pâti de sa position aux dernières élections sur la question catalane, parce que les attaques de la droite n'étaient pas du tout concentrées sur lui, sur Pablo Iglesias, je veux dire. Alors, c'est vraiment les attaques presque outrancières parfois à l'égard sur la question indépendantiste allaient tous contre Pedro Sanchez. La cible de Rivera et du PP, de Casado, ça se voit clairement pendant les débats, c'est Pedro Sanchez, parce qu'on savait que Iglesias n'avait aucune chance de gouverner, donc on allait exclusivement taper sur Pedro Sanchez. Après, est-ce que ça a sanctionné Iglesias d'avoir cette position ? Je crois pas. Je crois pas qu'il ait perdu. Beaucoup de voix sur ça. Je pense qu'il a perdu des voix parce que il y a une volonté, de manière générale, de la société espagnole de position plus centrale, c'est-à-dire que on l'a bien vu, le fait de voter PSOE, on va dans le sens d'une pacification, c'est-à-dire certes, on va négocier, mais on va le faire de manière apaisée, alors que Iglesias et Podemos, le fait de proposer un référendum d'autodétermination, forcément, ça ne va pas dans le sens d'un apaisement, puisque organiser un tel référendum, ce serait créer la discorde au sein même de l'Espagne, puisque, en gros, si vous faites un référendum en Catalogne, si Iglesias le faisait par exemple, vous n'avez plus 1 million de personnes dans les rues de Barcelone, par contre vous avez 1 million de personnes à Madrid. Parce que la majorité des Espagnols sont contre l'idée que les Catalans puissent s'exprimer sans qu'eux-mêmes aient été consultés avant, savoir ce qu'ils en pensent. Donc c'est pas une solution qui semble acceptable pour une grande majorité des Espagnols. Avec une telle crispation, est-ce qu'une grâce est envisageable ? Avant de parler de grâce, il faut voir la décision du tribunal suprême. Et s'il y a une décision qui est sévère, est-ce que le gouvernement de Pedro Sanchez ferait pour avoir des grâces partielles, c'est-à-dire diminuer la peine? Il a la possibilité constitutionnelle de le faire. Ça ne pose pas de problème. Ça a été fait d'ailleurs en 1936. En 1934, Luis Companys avait déclaré l'indépendance de la Catalogne, c'était déjà arrivé en 1934.
enfin indépendance dans le cadre d'une république fédérale. Voilà. Il avait été jugé et condamné par le tribunal de Garantías, on appelait ça à l'époque, à une peine, je crois, de 25 ans ou de 30 ans d'emprisonnement. Le Front populaire a gagné les élections en 1936 et on a amnistié, plus que gracié, on a amnistié Luis Companys, qui ensuite a malheureusement été fusillé par les franquistes. Mais donc il y a cette option, elle est dans les esprits parce que ça s'est déjà produit. Est-ce qu'ils le feront? Ils ont la possibilité constitutionnelle de le faire. Le problème, c'est que l'Espagne a une vision très rigide de la séparation des pouvoirs. Et dans l'esprit de beaucoup d'Espagnols, que le gouvernement intervienne à la suite d'une décision de justice pour réduire une peine ou même pour la supprimer, ce serait considéré comme une atteinte à la séparation des pouvoirs, ce qui est une conception très stricte. Parce que si ça existe, la séparation des pouvoirs, ce n'est pas une séparation stricte, c'est un équilibre. Le fait que vous ayez un organe des trois pouvoirs qui monopolise la prise de décision politique sur cette question-là, parce que c'est des décisions politiques en réalité. Il y a quand même une dimension politique dans les décisions qu'ils prennent, surtout le tribunal constitutionnel. Que ce soit donc ce pouvoir judiciaire qui soit le seul qui gère cette question, en réalité, qui est un problème politique et territorial, c'est problématique. Et il faut, à un moment donné, que le pouvoir politique se ressaisisse de la question. Et il ne faut pas avoir peur de cette accusation de remise en cause de la séparation des pouvoirs, parce que la séparation des pouvoirs, ce n'est pas chacun dans son couloir. La séparation des pouvoirs, c'est qu'il y a un équilibre entre chacun des pouvoirs, et la grâce fait partie de cet équilibrage. C'est-à-dire que ça permet au pouvoir politique, dans certaines situations, il ne faut pas le faire tout le temps, parce que si vous le faites tout le temps, ça perd son sens, mais quand on estime que là, il y a un problème, de rééquilibrer en disant, écoutez, là, c'est excessif, les juges, ça reste des êtres humains, les juges, ils peuvent se tromper. En l'occurrence, ils se sont trompés, donc on peut gracier. C'est-à-dire qu'il faut repolitiser un conflit qui s'est judiciarisé. Absolument, parce que c'est pas un problème, tout le monde sait que ce n'est pas un problème judiciaire en Catalogne, que c'est un problème qui est éminemment politique. Ce n'est pas des hommes politiques qui sont poursuivis pour des agressions sexuelles. Ce sont des hommes politiques qui sont poursuivis parce qu'ils ont mis en œuvre un programme pour lequel environ 2 millions de personnes, c'est peut-être pas la majorité, mais ça fait quand même 2 millions de personnes, ont voté. Voilà. Donc derrière eux, ce qu'on pourrait dire, et c'est ce que disent parfois des indépendantistes catalans dans la rue, ils disent s'ils sont là, c'est à cause de nous, c'est parce que nous on a voté pour eux, donc les juger, c'est aussi nous juger nous d'une certaine manière. C'est pas complètement faux comme raisonnement. Alors est-ce que ça veut dire que la justice ne doit pas passer? Si, elle doit passer, mais elle ne peut pas ne pas prendre en compte cet élément, et c'est pas aller contre la séparation des pouvoirs, c'est juste que c'est un problème politique, et qu'un problème politique, ça se résout politiquement. Comment on fait alors aujourd'hui avec cette espèce de légalité constitutionnelle qui apparaît immuable? Pour la Catalogne, on a pu dire que les revendications d'indépendance s'apparentaient à de l'égoïsme fiscal. Je prends un autre cas, celui de la Corse. On entend certaines voix médiatiques dire qu'ils ne s'en sortiraient pas économiques. Il y a toujours des bonnes raisons pour refuser l'autodétermination. Comment on fait au-delà des frontières des États-nations constitués pour que s'expriment ces mouvements à l'autodétermination, pour donner la possibilité de sortir des cadres constitutionnels si un jour... Je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment comparer la situation de la Catalogne et de la Corse. Le soutien à l'indépendantisme en Corse est extrêmement faible. Même la coalition n'est pas indépendantiste. Talamonie est indépendantiste, mais pas si bien, ni du moins pas ouvertement. En Catalogne, comment on s'en sort? Alors, je pense pas que, je l'ai déjà dit, mais je le répète, je ne pense pas que la solution ce soit un référendum d'autodétermination. Je pense que la meilleure solution, c'est une réforme du cadre constitutionnel qui permettrait l'accommodement plurinational et fédéral de l'Espagne. Est-ce que c'est possible? C'est très difficile parce que vous n'avez pas de majorité en Espagne et que une révision constitutionnelle, par définition, ça nécessite un consensus qui va largement au-delà de la Catalogne. C'est le gros problème des minorités nationales dans des États-nations, c'est que, par définition, ils sont très minoritaires en nombre. Et donc même si 99% des Catalans étaient pour une réforme de la Constitution, ça ne suffirait pas pour la réviser. Parce qu'il faut un consensus au niveau national qui est beaucoup plus large. Ça, c'est tout le problème. C'est comment on fait quand vous avez deux démos différents qui coexistent. Comment faire? Ce qui était très bien avec le statut d'autonomie de 2006, c'est qu'il permettait, il était suffisamment ambigu, comme la Constitution de 1978, pour donner le sentiment que les deux parties avaient ce qu'ils espéraient avoir. C'est-à-dire, on utilisait des termes national, nationalité, est-ce que ça veut dire nation? Est-ce que le statut d'autonomie doit se comprendre comme un pacte, c'est-à-dire entre des égaux, ou alors est-ce que c'est un peu technique tout ça, mais l'idée c'était est-ce qu'on est dans une fédération plurinationale ou est-ce qu'on est dans un État simplement politiquement décentralisé?
C'était ça le vrai dilemme. Et le statut d'autonomie et la Constitution étaient suffisamment ambigus pour donner le sentiment à chacun qu'il avait gagné ou qu'il pouvait s'en sortir au final avec une interprétation, une évolution dans le sens que lui espérait. Cette ambiguïté, elle était magnifique, parce que c'est l'ambiguïté dans ce type de situation insoluble qui permet de faire vivre les gens ensemble. Et c'est ce qui a permis le fonctionnement de l'État d'autonomie pendant 30 ans, où personne ne posait la question de la souveraineté. C'est-à-dire qu'on raisonnait en termes de compétences, on raisonnait en termes de conflits de compétences, de conflits ponctuels sur une matière donnée, mais on n'allait jamais à la question qui est au-dessus, qui est par définition insoluble, qui est-ce qui est souverain? Parce qu'on ne peut pas répondre juridiquement qui est-ce qui est souverain. Moi j'affirme que je suis souverain, toi tu affirmes que tu es souverain, comment on fait pour trancher? C'est marqué nulle part. La Constitution, on dit la Constitution dit que le peuple espagnol est souverain, c'est vrai, mais qui c'est qui fait la Constitution? C'est le peuple espagnol qui fait la Constitution, avec les Catalans compris. Mais la Constitution, ce n'est pas une norme qui tombe du ciel. Les normes sont posées par une volonté. Toutes les normes sont posées par une volonté. Et cette norme posée, qu'est la Constitution, elle est l'expression d'un démos, dont les Catalans sont compris, mais en tant qu'Espagnols, c'est-à-dire pas en tant que Catalans, c'est celle du démos espagnol, celle du démos majoritaire espagnol, et elle aurait été certainement très différente si elle avait été le résultat d'un véritable pacte fédératif entre des entités qui se reconnaissent égales et distinctes, comme ça s'est fait par exemple aux États-Unis. La Constitution des États-Unis, c'est un vrai pacte fédératif. La Constitution de l'Australie, c'est un vrai pacte fédératif, c'est-à-dire que c'est des entités qui sont à l'origine vraiment indépendantes, qui vont se rencontrer entre elles dans ce qu'on appelle une convention. Donc c'est pas pareil qu'une assemblée constituante, c'est une convention, c'est-à-dire que c'est des représentants de chacune des unités qui disent on va négocier pour établir ensemble ce que va être le pacte qui va régir notre destin commun. Ça, c'est un vrai pacte fédératif, c'est-à-dire qu'on se reconnaît différents et on fait ensemble cette constitution ou ce pacte qui nécessite donc l'accord de la majorité de chacun. On ne raisonne pas en termes du démos dans son ensemble, c'est le démos de chacune des unités. C'est ça un vrai pacte fédératif. C'est pas ce qui s'est passé en 1978, et c'est ça l'un des grands objectifs aussi du catalanisme politique, c'est d'avoir cette fédération plurinationale qui repose sur cette égalité. Et le statut d'autonomie de 2006, même si on est très loin de ça, il y avait quand même un peu cette idée derrière. Il y avait un peu cette idée que le Parlement de Catalogne et le Parlement de Madrid, d'égal à égal, déterminaient les conditions par lesquelles, à présent, la Catalogne et l'Espagne entreraient en relation et quelle serait la répartition des compétences entre l'un et l'autre, décidée bilatéralement. Il y avait cette idée derrière le statut, c'est pour ça qu'il a bien marché. Mais c'est ce qui a été, et c'est ce qui a été complètement annihilé par le tribunal constitutionnel qui a dit non, ce n'est pas un pacte, on n'a pas affaire à une norme qui a valeur constitutionnelle, la seule norme constitutionnelle c'est la Constitution qui est l'expression de la volonté du peuple souverain espagnol, le statut d'autonomie doit respecter la Constitution, moi je suis l'interprète de la Constitution, donc je censure ce que vous avez essayé de faire et cette interprétation que vous avez donnée du système. Qu'est-ce qu'on peut faire à ça? La seule solution c'était l'ambiguïté elle a été rompue, il faut espérer que la gauche espagnole, le Parti socialiste, évolue dans le sens d'une formule qui soit acceptable, ambiguë forcément, parce qu'elle ne pourra qu'être ambiguë, et qui puisse satisfaire une partie des indépendantistes, et une partie des gens qui sont des indépendantistes de circonstance, parce qu'il y en a beaucoup. Sans mécontenter trop fortement les restes des citoyens espagnols. Voilà, c'est ça. C'est tout l'équilibre quasiment impossible à trouver, même si ce qui est plutôt rassurant, c'est que cette coalition des droites, qui a eu un discours très sévère et très dur sur la question territoriale, n'a pas gagné. Elle n'a pas gagné, ce qui montre que même si vous avez effectivement une partie du peuple espagnol qui s'est radicalisée sur cette question, vous avez quand même une volonté de pacification. Et beaucoup de sondages montrent que les Espagnols sont prêts à accepter un statut d'autonomie, la remise en place par exemple du statut d'autonomie de 2006. C'est très difficile d'un point de vue constitutionnel parce qu'il a été censuré par le tribunal constitutionnel, donc ça nécessite une révision de la Constitution. Voilà. Il faut espérer aussi que la droite responsable, c'est-à-dire le PP, qui a toujours été aussi, qui a défendu le consensus de 78 sur la question territoriale, ils mettent un peu du sien, mais il y a toujours le problème de fond. C'est pour ça que c'est ça le vrai problème, c'est qu'il y a un manque de confiance. S'il y avait de la confiance mutuelle, c'est un discours qu'on entend tout le temps, c'est des gens de droite qui sont de bonne foi, vous disent moi je ne suis pas contre qu'on remette le statut de 2006, qu'on donne plus d'autonomie à la Catalogne, mais quand il y a un problème de confiance derrière qui est mais si on fait ça, ils vont en profiter pour encore plus endoctriner les jeunes, pour encore plus renforcer leur position et ensuite déclarer l'indépendance. Quand vous avez ce discours-là en face, vous voyez, et qu'en plus eux ont déclaré l'indépendance il y a quelques semaines, ça ne crée pas la confiance. Ça ne crée pas la confiance parce qu'on a peur qu'ils utilisent cette autonomie accrue
pour vraiment créer des structures étatiques, pour le coup, suffisamment fortes, pour si la situation se reproduit comme en 2017, cette fois, ils ne sont pas dans une situation de totale déférence, parce qu'ils sont face à eux un État qui est administrativement infiniment plus puissant, et qui aient les moyens, précisément parce qu'on leur a donné, de rompre cette fois pour de vrai. Donc c'est très difficile. Parce que d'un côté, c'est pas complètement faux ce qu'ils disent. Il y a vraiment des gens en Catalogne, c'est minoritaire, mais certains qui pensent comme ça, ils disent on va obtenir le plus possible et dès qu'on pourra, et dès qu'on sera suffisamment fort, on partira. Donc je peux comprendre qu'il y ait une crainte. Voilà. Le fédéralisme, ça repose sur la confiance. S'il n'y a pas de confiance, ça ne marche pas. Et là, la confiance, pour l'instant, elle est complètement morte, pour le moment. Après, sur le long terme... D'accord, c'est-à-dire que la crise politique et territoriale a encore de beaux jours devant elle en Espagne et en Catalogne. C'est sûr. Anthony Sfez, merci pour votre temps, pour vos analyses. Quant à moi, je vous dis à bientôt.